Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur ce webinaire et tout d'abord merci à vous de vous être inscrits si nombreux. Nous avons enregistré 170 inscriptions. Vous êtes en train d'arriver, nous avons pour l'instant environ 70 personnes connectées. Donc le temps de faire quelques petites présentations, nous allons démarrer donc cette présentation de cet appel à projet EDIDP 2020. Voilà, donc je vais maintenant couper ma caméra pour libérer de la bande passante pour que vous voyez bien mes planches et que vous m'entendiez bien. Voilà, donc pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je suis Fabienne Davoran, donc je travaille au pôle Aerospace Valley et je m'occupe d'affaires européennes. Je suis également membre du point de contact national pour le transport pour le programme Horizon 2020. Voilà, je vais donc animer aujourd'hui ce webinaire avec ma collègue Marie-Laure Gouzy, qui travaille avec moi dans l'équipe innovation et qui, pour sa part, elle est en charge des financements nationaux et régionaux. Voilà, donc Marie-Laure, peut-être si tu veux saluer notre auditoire. Oui, bonjour à tous. Ravie de vous accompagner pendant ce webinaire. Donc, comme vient de le dire Fabienne, je l'aiderai, je l'accompagnerai en ce qui concerne vos questions et faire en sorte de relayer l'intégralité des questions que vous pourrez poser pour que vous ayez toutes vos réponses. Voilà, bon webinaire à tous. Voilà, donc merci Marie-Laure. Donc quelques mots sur comment va se dérouler ce vous présenter sur une quarantaine de minutes cet appel à projet. Et ensuite, nous aurons du temps pour les questions-réponses. Alors, comment ça se passe pour ces questions-réponses? Donc, vous avez en bas de l'écran un espace questions où vous pouvez écrire vos questions. Je précise que ces questions sont uniquement visibles de nous autres, organisateurs. Donc, sentez-vous libre de poser les questions que vous souhaitez. Vous les posez au fil de l'eau. J'y répondrai en fin de webinaire avec l'aide de Marie-Laure qui m'aidera à les administrer. Nous souhaiterions aussi, si possible, que dans cet espace questions, vous nous fassiez part du topic qui vous intéresse. Si déjà vous avez un petit peu parcouru l'appel et que vous avez déjà repéré un topic, eh bien, ça nous intéresse de savoir quel est ce topic pour qu'on puisse ensuite vous accompagner au mieux sur cet appel à projet. Voilà, sachez également que vous aurez dès lundi un mail qui vous enverra la présentation, le PowerPoint que je vais dérouler, une mini enquête de satisfaction parce que c'est toujours utile de savoir comment on performe sur ces webinaires pour qu'on s'améliore. Et sachez aussi que ce webinaire est enregistré et que vous aurez un lien pour un replay sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc c'est parti, je vais commencer la présentation. Alors, tout d'abord, un petit historique sur ce programme défense européen. Eh bien, ce programme, il est né d'un besoin bien avéré d'intensifier la coopération en matière de défense au sein de l'Union européenne. Donc, dès décembre 2016, les grands leaders européens se sont entendus sur un plan d'action commun. En juin 2017, ils ont commencé à drafter ce programme du développement industriel pour la défense. Et en décembre de cette année 2017, ils ont également mis en place la coopération PESCO, donc Permanent Structure Cooperation. Donc ça, c'est un programme en fait auquel participent tous les États membres, sauf le Danemark, Malte et le Royaume-Uni. Et qui a défini en fait 17 domaines de coopération. Donc, vous avez la liste ici, tout ce qui est commande médicale, hub logistique, tout ce qui concerne aussi la mobilité militaire, la formation, les systèmes énergétiques, surveillance maritime, tout ce qui concerne la cybersécurité, l'artillerie, par exemple. Ce programme PESCO, on verra, il faut bien l'avoir en tête pour, y compris quand vous allez déposer vos projets si vous le déposez. Et donc, tout ça, toutes ces actions, vous voyez, démarrées dès 2016, en fait, ont préfiguré le Fonds européen de défense, qui véritablement est le premier financement européen dédié à l'industrie de défense, qui, jusqu'à présent, était une autorité régalienne, donc livrée à chaque État. Donc, les objectifs de ce Fonds européen de défense, eh bien, ils sont, on va dire, triples
high level, donc renforcer l'autonomie stratégique de l'Union, renforcer aussi la compétitivité de l'industrie de défense et bien sûr renforcer la coopération européenne autour de cette industrie, de ces activités de défense. Donc actuellement, on est dans ce qu'on pourrait définir par actions préparatoires hein, qui ont démarré depuis sur un programme 2014-2020 avec deux volets. Un volet recherche, hein, le programme PADR, donc action préparatoire de recherche qui a démarré en 2017 et qui s'est achevé l'an dernier, qui était doté d'un budget de 80 millions d'euros, et le programme EDIDP qui concerne là pour le coup le développement industriel, donc qui se déroule sur deux appels 2019-2020 avec un budget de 500 millions d'euros pour les 2 ans. Voilà. Depuis le 1er janvier 2020, on a eu la création à Bruxelles d'une direction générale défi, donc direction générale pour l'industrie de défense et l'espace. Voilà, donc vous avez l'organigramme sur la droite de l'écran. Cette direction générale, bien sûr, elle est placée sous la tutelle du commissaire Breton, hein, qui pilote ces activités. Et donc, cette direction générale, elle va gérer le Fonds européen de défense, qui va vraiment prendre son essor donc, en 2021 jusqu'en 2027, qui sera doté d'un budget de 13 milliards d'euros, avec, là encore, deux volets, volet recherche, hein, 4 milliards d'euros, et volet développement, pour des actions plus industrielles, donc doté de 8,9 milliards d'euros. Ce Fonds européen de défense, il fonctionnera avec des programmes de travail et des appels à propositions annuels. Pour ceux d'entre vous qui connaissent les programmes civils et notamment le programme Horizon 2020, on sera sur des modalités similaires avec toutefois certainement quelques déviations par rapport au civil. Mais néanmoins, les programmes de travail seront constitués pour plusieurs années et les appels à propositions devraient être annuels. Donc actuellement à Bruxelles et notamment au sein de cette DG Défi, donc la réflexion est menée sur le programme à long terme, hein, donc sur les 7 ans 2021-2027, mais aussi à court terme, plus proche de nous pour l'appel qui sera lancé en 2021, les appels. Donc les premiers appels, oui, devraient être lancés donc en 2021, si toutefois le timing peut être maintenu par rapport à la crise sanitaire que nous vivons. Donc un petit retour sur l'appel de l'an dernier, l'appel EDIDP de l'an dernier. Donc il a été publié en avril et il s'est clôturé en septembre. Donc il y a eu 40 propositions reçues. Qui en fait composé d'environ 350 entités issues de la quasi-totalité des États membres. À noter qu'il y a eu 15 propositions reçues au topic dédié aux PME. La France a bien performé sur cet appel puisqu'elle se situe en première position en nombre de participations, suivie de l'Italie, de l'Espagne, de l'Allemagne, de la Belgique et de la Grèce. Il y a d'autres pays qui participent, mais en moindre mesure. La France était présente dans 17 projets. Donc, les entités françaises dans ces projets, c'est 8 grands groupes, 10 ETI, 24 PME et 3 centres de recherche. Et la DGA donc, a soutenu 12 projets français, dont 3 coordonnés par des entités françaises. Alors, il faut savoir que l'évaluation de ces propositions est toujours en cours. La publication des résultats devait avoir lieu en mai, mais en raison de la crise, bien évidemment, le timing a été modifié. Les contrats devaient démarrer en septembre. Donc, en raison bien sûr de la crise, les décisions sur la sélection des projets ne devraient avoir lieu que mi-juin de cette année. C'est une date qui n'est pas encore complètement confirmée. Bon, je suis là pour vous parler surtout de l'appel EDIDP 2020, puisque donc, il a été ouvert le 23 mars officiellement et il se clôturera le 1er décembre 2020. Donc, on est sur un timing de préparation qui a été bien sûr modifié en raison de la crise, hein, puisque d'ordinaire, l'Europe ne laisse pas autant de temps pour préparer des projets. Alors, je dirais qu'il faut profiter de ce timing, ça laisse pas mal de temps pour préparer des propositions.
Donc, l'appel EDIDP il concerne l'industrie de défense et donc il concerne le développement de produits nouveaux ou l'amélioration de produits existants pour utilisation par l'industrie de défense. Vous avez sur ce petit schéma l'ensemble des activités qui peuvent être financées dans cet appel. On part des études, on a aussi de la conception, du prototypage, des essais, de la qualification, de la certification et aussi des technologies ou des biens qui permettent d'augmenter l'efficacité de produits ou technologies de défense tout au long de leur cycle de vie. Sur cet appel EDIDP 2020, nous avons 24 topics ouverts. Un topic, c'est des sujets donc, de recherche qui composent l'appel. Au niveau des technologies concernées, je vous les ai listées ici. Donc, capacité de détection CBRN et contre-mesures médicales. Ce qui concerne aussi la surveillance sous-marine, tout ce qui est lié aux capacités UAS, la cybersécurité des réseaux télécoms, ce qui est lié également à la surveillance spatiale et maritime, les capacités de frappe de précision sol, les capacités qui concernent le combat terrestre et le combat aérien, des outils de simulation et de virtualisation, et également les technologies de l'intelligence artificielle appliquées aux technologies de défense. À noter qu'il y a un topic qui est entièrement dédié aux PME pour des projets qui peuvent être de nature très diverse et qui, en tout cas, présentent des innovations pour les produits ou les technologies de défense, y compris donc tout ce qui est technologie ou produits de rupture. Donc, c'est un topic qu'on appelle bottom-up dans le jargon, c'est-à-dire que il n'est pas spécifié, il n'est pas le sujet est libre. Alors on verra plus en détail tout à l'heure. Il y a une liste de sujets qui ont été donnés, mais à titre indicatif par l'Europe, et on peut tout à fait proposer quelque chose de différent. Cet appel EDIDP 2020, il est publié sur le portail de la Commission européenne que certains d'entre vous connaissent certainement, qui est le Funding and Tender Portal, qui est vraiment le portail unique où l'Europe publie tous ses appels à projets. Voilà. Et donc, le programme EDIDP, il figure également. Voilà, donc sur cette planche, je vous ai listé les topics, les fameux 24 topics qui sont ouverts. Voilà, je n'ai malheureusement pas le temps de rentrer dans le détail de chacun des topics et je n'ai pas non plus, pour ma part, les compétences techniques pour vous détailler ces topics. Voilà, néanmoins, voilà, sachez que nous sommes à votre disposition chez Aerospace Valley pour plus de détails sur le contenu de ces topics. Voilà, vous avez ici donc une partie, la suite ici. Voilà, donc le call EDIDP, le call réservé aux PME, il est là. Donc là, c'est juste une liste, mais bien entendu, le détail figure dans le call text. Donc le call text, c'est le document de base, hein, le document de référence où vous avez donc l'intégralité des infos qui concernent cet appel, notamment la description de chaque topic. Parce que évidemment il y a du détail qui est donné en termes de livrables attendus, de jalons et de contenu bien entendu. Il y a également des indications qui sont données sur le budget. Donc le budget de cet appel avec des indications par topic. Hein. Vous avez ici tout le détail, à savoir que pour certains topics, il y aura plusieurs propositions qui pourront être financées. Donc ça, encore une fois, pour savoir combien de propositions peuvent être financées par topic, eh bien, il faut lire précieusement donc le call text. Voilà. Vous voyez que pour le topic PME, hein, il y a maximum 10 millions d'euros qui seront alloués aux propositions. Et il y a un autre document de référence qu'il vous faudra regarder. Alors, c'est le Guidelines for Applicants. Il est marqué comme bientôt disponible sur le portail, mais bien entendu, je reste moi-même en veille et vous ne manquerez pas de vous tenir informé dès lors qu'il sortira. Alors, il y a tout d'abord un prérequis si on veut candidater à cet appel EDIDP 2020. Il est important, c'est qu'il faut, avant toute chose, prendre l'avis de la DGA. Donc, la DGA souhaite voir tout ce qui se prépare pour la France en termes de propositions, y compris si vous
êtes appelé pour participer en tant que partenaire dans un projet, un partenaire étranger ou français. Voilà, la DGA souhaite voir en fait toutes les propositions qui émanent de la France. Donc, il y a un formulaire qu'elle a mis en place et qui doit être rempli et envoyé dès lors que vous avez une idée de projet. Sachez qu'elle a également mis en place donc une adresse mail que vous pouvez utiliser pour contacter la DGA et pour leur poser des questions. Il y a une équipe qui est derrière ce programme et qui est là pour vous donner de l'info. Voilà, donc j'ai repris ici dans ma planche ce que la DGA nous avait présenté lors de la journée défense que nous avions organisée à Bordeaux le 5 février dernier. Voilà, donc vous avez le détail de ce qui se passe au niveau DGA pour l'examen de ces candidatures. Voilà, donc il y a un examen par un collège expert qui analyse en fait la sensibilité du projet, l'adéquation avec les besoins militaires à la stratégie française, l'éligibilité des entreprises, on y reviendra, les ressources financières, j'y reviendrai également. Et ensuite, donc dès lors que le soutien DGA est notifié, eh bien la DGA peut vous aider à déposer votre proposition, à consolider votre projet, à identifier les soutiens étatiques qui sont requis pour le projet et à fournir également les documents nécessaires. Donc ça, j'insiste, c'est vraiment par là qu'il faut commencer, parce qu'il ne sert à rien d'aller plus loin dans un projet tant que vous n'avez pas l'avis et l'accord de la DGA. Alors, cet appel défense, donc, il fonctionne, on va dire, de manière un peu différente des appels civils. Bon, au niveau du consortium, on reste sur des règles qui sont somme toute assez classiques en Europe, qu'il faut que le projet soit collaboratif et que le consortium de ce projet soit composé d'au moins 3 entités éligibles établies dans au moins 3 États membres différents. Ça, c'est, on va dire, un minimum syndical, entre guillemets. Hein. Ce sont des règles d'éligibilité minimale. En réalité, les projets qui sont financés dans ce programme sont beaucoup plus importants en termes de partenaires. Vous avez sur la droite de la planche le scénario, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez sur 3 entités. Vous pouvez avoir des entités liées entre elles, mais il faudra qu'il y en ait une troisième qui soit donc indépendante. Il faut que les entreprises candidates aient une structure de gestion exécutive établie sur le territoire de l'Union. Ça, c'est une condition également importante. Il faut être présent sur le territoire de l'Union européenne. On peut toutefois, de manière très bornée, en fait, accéder à des moyens industriels ou à de la sous-traitance qui seraient en dehors de l'Union. Mais dans ce cas, les frais donc, liés à cet accès ou à cette sous-traitance ne sont pas éligibles et il faut bien entendu justifier et répondre à certaines conditions pour pouvoir utiliser cette dérogation. Pour ces projets, il y a aussi obligation de fournir des justifications d'intention ou d'engagement de la part de 2 États membres minimum, sauf pour les études de faisabilité. Sinon, il faut des letters of intent d'États membres, de 2 États membres. Alors, selon le type de projet auquel et d'activité qu'on mènera dans le projet, par exemple, si on est sur du proto, il faudra que les letters of intent de ces 2 États membres fassent état de leur intention de se procurer la technologie. Si on est sur un projet de design, de conception, il faudra bien que ces 2 États membres est établi soit d'accord pour établir des specs communes. Également, les letters of intent, elles mentionnent aussi que dans certains cas, les États membres peuvent s'engager à financer les coûts de projets qui ne seraient pas couverts par la subvention européenne. Également, une condition importante en termes d'IPR, donc d'Intellectual and Property Rights, il ne faut pas qu'il y ait un contrôle ou une restriction de la part d'un pays tiers. Donc, quand l'Europe parle de pays tiers, c'est des pays hors Union européenne, sur les résultats de l'action. Au niveau du financement, là, c'est là qu'on diffère quand même grandement de ce qui est fait au niveau des programmes civils. C'est que le financement pour ce programme, il se base sur un financement qui vient de l'Union et ensuite un système de bonification, de bonus qui vont
augmenter, qui pourront augmenter donc le taux de financement des projets. Donc, en ce qui concerne les études de faisabilité, le maximum de financement, c'est 90%. On peut rajouter 10% de bonus potentiel pour arriver à un total de 100%. Au niveau du proto, en revanche, vu qu'on est sur des programmes, des activités qui sont quand même plus près du marché, eh bien, le financement de l'Union se réduit à 20% des coûts éligibles, avec toutefois la possibilité de rajouter 35% au titre des bonus. Pour le reste des actions, qu'il s'agisse de conception, de développement, de tests, de qualif, de certification, là, on est sur du financement 100% des coûts éligibles, avec une base de 65% qui viennent de l'Union, plus 35% également au titre des bonus. Si toutefois, bien entendu, on peut se prévaloir de ces bonus. Au niveau des coûts éligibles, des types de coûts éligibles, on reste sur un modèle H20, c'est-à-dire on a des coûts de personnel, on a des coûts de voyage, on a des coûts d'achat, d'équipement, on peut avoir donc des coûts de sous-traitance, et on a aussi ces coûts overhead, c'est-à-dire les indirect costs, les coûts de production en réalité, qui sont, et là encore c'est la règle commune avec H20, qui sont donc égales à 25% des coûts éligibles hors de sous-traitance. À noter que sur des activités qui ne seraient pas financées à 100% donc par l'Union ou par les bonus, eh bien on peut aussi faire appel à d'autres sources de financement, notamment étatiques, pour compléter le taux de financement. Ce qui est important, c'est qu'un work package ne doit couvrir qu'un seul type d'activité. Comme on a cette diversité également de taux de financement par activité, eh bien, il va falloir, dans la proposition, détailler par work package et quel type d'activités sont menées. À noter que pour ce qui concerne le work package management et coordination, pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec ces projets européens, sachez que la coordination et la gestion, donc elles sont des coûts éligibles pour le coordinateur. Eh bien là, on reste sur un taux de financement de 90% au max, comme celui alloué aux activités d'études. Ces projets, ils ont une durée qui va de 4 à 6 ans maximum. À noter que pour le topic PME, il y a une limite qui a été allouée à la sous-traitance qui ne doit pas dépasser 30% du budget du projet. Et à noter également que pour ce topic PME, la subvention maximale allouée par l'Europe sera de 2,5 millions d'euros. Alors, maintenant, je vais décrire les systèmes de bonus qui, donc, comme vous l'avez compris, viennent compléter le financement de l'Union sur ces projets. Donc, si vous traitez un sujet qui est déclaré PESCO, qui rentre dans les axes définis par les États membres au titre de la coopération structurée permanente, eh bien, vous pouvez avoir un bonus de 10% supplémentaire des coûts éligibles. Et également, l'Europe a souhaité favoriser la participation de PME dans ces projets. Donc là, vous avez droit également à du bonus si au moins 10% des coûts de l'action sont alloués à des PME. Les PME en question, elles peuvent être bénéficiaires premier niveau ou même sous-traitants. Ça marche aussi pour l'application du bonus. À ce moment-là, si vous allouez donc au moins 10% des coûts de l'action à des PME, eh bien, le taux de financement sera augmenté de deux manières possibles. Si vous allouez du financement à des PME qui sont établies dans les pays où sont établis déjà les autres membres du consortium, là, vous pouvez avoir un bonus qui sera plafonné à 5%. Si vous mettez dans votre projet des PME qui sont dans d'autres pays que ceux déjà représentés dans le consortium, à ce moment-là, vous pouvez doubler votre bonus de financement. Également, un bonus éligible au titre de la participation des ETI. Donc, ETI, c'est inférieur à 3000 salariés. Je n'ai pas précisé la définition des PME, je pense que vous la connaissez tous très bien, mais je pourrais y revenir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser ces questions par l'espace questions. Donc, si vous mettez des ETI donc, dans votre projet, et bien si au moins 15% des coûts de l'action sont alloués à ces ETI, et bien là, vous aurez également possibilité de bénéficier d'un bonus de 10%. Pour le topic PME, évidemment, seul le bonus PESCO s'applique, puisque, je ne l'ai pas précisé, mais j'espère que vous l'avez bien compris, le topic PME, il n'est fait que pour des PME, c'est-à-dire que seuls les PME peuvent être bénéficiaires premier niveau
dans ce topic-là. Ce qui n'empêche pas malgré tout qu'elles mettent également dans le consortium des non-PME, mais à ce moment-là, il faudra les prendre en sous-traitance et dans la limite donc de 30% des coûts du projet. La candidature également, elle change un peu des programmes civils, elle est différente. Alors, on retrouve quand même une partie administrative, hein, pour ceux d'entre vous qui connaissent, on n'y échappe pas. On n'échappe pas non plus au PIC. Hein, le PIC, c'est le Participant Identification Code. Il est également requis dans cette partie administrative. Voilà, donc dans cette partie administrative, on donne de l'info générale sur le projet, sur les partenaires, hein, bien évidemment, sur les sous-traitants aussi, si on les a définis dès le projet. Voilà, on parcourt également la question des bonus, la proportion du budget. Le budget, on le rentre aussi dans cette partie administrative. Et ensuite, il y a une partie plus technique, et donc qu'on appelle part B, donc qui va décrire l'action. L'action, quand on parle d'action dans tous ces documents, c'est le projet en réalité. Donc, dans cette partie B, deux sections très importantes, la section 6 et 7, qui vont constituer véritablement votre projet technique, voilà, et qui ne devra pas dépasser donc 60 pages. Dans cette description de projet, vous aurez aussi à détailler les work packages, hein, sous des formats très établis, encore une fois comme pour les projets civils. En revanche, ce qui va différer des projets civils, c'est que vous allez avoir tout un tas d'annexes à fournir. Je les ai listées ici, donc il y en a 8. Les annexes, elles vont concerner le détail des coûts, notamment celui alloué aux PME et aux ETI, le détail du budget, les déclarations d'honneur des applicants. Alors ça, c'est à remplir par tous les partenaires du projet. De l'info également sur une annexe liée au background, une annexe liée aux statistiques sur le consortium, la déclaration de ownership and control, description des infrastructures et un formulaire pour les ETI. Alors, le mode de soumission aussi, il diffère, puisque quand on est sur des programmes civils, on dépose sur le portail du participant, on dépose la proposition et c'est tout. Là, ça ne marche pas pareil. Il faut, en fait, donc il faut bien sûr avoir une version électronique de la proposition, mais qu'on va mettre sur une clé USB ou un CD-ROM. On aura également la possibilité de fournir une version papier. Ça peut être fait, sauf que s'il y a une discordance entre le format électronique et le format papier, c'est le format électronique qui sera retenu. Et la proposition, eh bien, il faut l'envoyer. Alors, 3 options pour l'envoyer. Une option envoi par courrier recommandé, une option envoi par courrier normal, avec la date d'envoi qui fait foi. Et vous pouvez également la livrer en main propre si vous le souhaitez. Mais vous voyez que là encore, le mode de soumission diffère des programmes civils. Je vais maintenant parler de l'évaluation. Donc, vous avez ici sur ce schéma toutes les étapes qui vont constituer l'évaluation de votre proposition une fois que vous l'aurez déposée, que vous l'aurez envoyée à Bruxelles. Donc, il y a plusieurs parties. D'une part, l'Europe va bien sûr accuser réception et enregistrer vos propositions et elle va s'attaquer à un certain nombre d'étapes. Tout d'abord, elle va vérifier l'admissibilité. Ensuite, elle va regarder les critères d'exclusion, les critères d'éligibilité. Elle va regarder les award criteria. Donc ça, c'est vraiment, elle va évaluer la proposition sous l'angle technique et financier. Toute technique, et la selection criteria, elle va examiner les propositions sous l'angle financier. Et une fois qu'elle aura fait ça, elle va établir une ranking list. Elle va classer les propositions avec les scores obtenus. Et il va y avoir 2 listes qui vont sortir de cette ranking list. Une main list, avec la main list, c'est les projets qui sont acceptés pour financement, et une liste de réserve, c'est-à-dire des projets qui ont passé le seuil, qui sont bien notés, mais qui sont arrivés plus bas dans la liste et qu'on garde en réserve pour le cas où notamment les projets déclarés main list ne contractualiseraient pas avec l'Europe. Donc tout ça, ça se fait dans un délai de maximum 6 mois après la clôture. Alors,
ce qui nous mènerait à juin 2021. Alors, je mets un petit bémol à ces dates-là, parce que ça, c'est ce qui est dit dans les textes. On s'aperçoit que sur le call 2019, les délais ont été plus longs. Donc, j'ose espérer que pour cet appel 2020, on restera sur les délais qui ont été donnés dans les textes. Mais je ne peux pas vous le certifier, hélas. Donc, les démarrages de contrat, eh bien, ce sera 3 mois après la publication des résultats. Donc, on est finalement dans ce qui est annoncé sur un timing qui ressemble de très près à ce qui est fait dans les programmes civils. Je passe en revue maintenant les différents critères d'éligibilité. Donc, les critères d'éligibilité, c'est la première étape de l'évaluation. Donc là, l'Europe va vérifier l'éligibilité de votre projet. Déjà, si les activités qui sont proposées sont éligibles, si le consortium est éligible, également si vous avez fait montre de capacité à financer les coûts qui ne seraient pas subventionnés, vous avez fourni les annexes pour cela, si vous avez fourni aussi les letters of intent qui sont demandés, et s'il n'y a pas de contrôle, de restriction d'État ou d'entité de pays tiers sur le déroulé du projet et sur les résultats attendus. Ensuite, elle va vérifier aussi l'éligibilité des entités. Donc, elle va vérifier que les entités soient bien établies sur le territoire de l'Union, ainsi que leurs infrastructures, installations, actifs et ressources. Elle peut également regarder, si vous avez demandé une dérogation, vérifier l'éligibilité de cette dérogation. Au niveau des exclusion grounds, donc c'est l'étape, vous voyez ici, exclusion criteria, c'est l'étape 2. Alors, ceux-là, ils sont de l'ordre assez, je dirais, high level. Il faut vérifier. Vous devez pour cela remplir la Declaration of Honor dans laquelle vous déclarez, chaque partenaire déclare qu'il n'est pas en banqueroute, qu'il n'est pas membre d'une organisation criminelle. Voilà. Donc là, on est sur du high level, mais c'est rendu obligatoire par le programme. Et ensuite, voilà, le dur de l'évaluation, on va dire, c'est les award criteria, où là, vraiment, l'Europe va examiner critère par critère la qualité de votre proposition. Le premier critère, c'est comment votre proposition contribue à l'excellence scientifique, on va dire, en particulier en montrant comment votre projet va présenter des avantages et des atouts par rapport à ce qui existe déjà. Donc, il y a 2 sous-critères qui sont la qualité de la solution proposée. Donc là, il faudra démontrer le concept, la valeur ajoutée de la solution, et l'excellence aussi en termes de qualité de l'implémentation du projet, le work plan, l'organisation, la gestion du temps et des ressources, les livrables, les jalons, les work packages, la gestion du consortium, les risques et la complémentarité des partenaires. Voilà. Le critère 2, c'est comment votre projet va contribuer à l'innovation et comment, en particulier, il va vraiment proposer des solutions de rupture, nouvelles en tout cas, et prometteuses pour l'utilisation dans le secteur de la défense. Et il y a également comment, finalement, ce qui n'était pas jusqu'alors destiné à la défense pourrait s'appliquer et présenter vraiment des intérêts. Donc là, c'est les innovations vraiment apportées par le projet. Alors, de rupture ou d'usage, j'insiste, puisqu'on peut aussi avoir des ruptures d'usage, et les brevets éventuellement qui sont attendus donc de ces développements de résultats. Le troisième critère, c'est plutôt l'accès marché. Donc, comment votre projet va contribuer à la compétitivité et à la croissance du secteur défense européen, quelles vont être les nouvelles opportunités de marché, donc les retombées marché, l'impact également de ce projet au niveau du chiffre d'affaires, des emplois des participants au projet, les investissements à la clé. Critère 4, c'est comment votre projet contribue à l'autonomie industrielle de l'industrie de défense européenne, également donc l'impact sur la sécurité d'appro et la contribution également aux priorités en matière de capacité de défense européenne. Critère 5, c'est le budget. Comment est-ce que vous avez dispatché votre budget et comment vous avez alloué le budget au PME. Bien sûr, pour l'appel de PME, celui-là, le critère à la note de 5 sera automatiquement attribué.
Le critère 6, là, ça concerne uniquement les projets qui font du prototype, du test, de la qualification, de la certification. C'est la justification des États membres qui s'engagent à utiliser, posséder ou entretenir conjointement le produit final ou la techno. Voilà, donc ça, c'est les letters of intent que j'ai mentionné plus tôt. Voilà, donc chaque projet se verra attribuer un score individuel par critère, qui ira de 0 à 5. Et il y aura des facteurs, des facteurs multiplicateurs pour certains critères. Donc, les critères 1, 4 et 6 seront alloués un facteur 2. Les critères 2, 3 et 5, un facteur 1. Tout ça, ça va donc permettre de donner une note globale au projet. Donc là, il y a l'ESR note, c'est l'Evaluation Summary Report note. Et ensuite, avec les facteurs, on aura la ranking note, c'est-à-dire la note finale qui vous permettra de vous positionner dans la ranking list. Je précise que chaque projet recevra, à la fin de l'évaluation, reçoit un ESR, donc un Evaluation Summary Report, qui détaille critère par critère le score obtenu et qui donne également une évaluation qualitative de votre projet. Ensuite, j'ai mentionné les critères de sélection. Vous voyez, c'était l'étape d'ici, hein, le stage 5. Voilà. Alors, c'est important, ces critères de sélection, mais ils n'interviennent que, vous voyez, qu'après l'évaluation technique. Et donc là, l'Europe va mesurer la capacité financière et opérationnelle des candidats à mener à bien l'action proposée. Donc, la capacité financière, c'est vérifier que les répondants et les partenaires du projet présentent des sources de financement stables et suffisantes pour maintenir l'activité pendant toute la durée de la subvention, toute la durée du projet, et pour participer au financement de l'action. Donc là, c'est vérifier la capacité aussi de financer ce qui ne serait pas subventionné par l'Europe. Hein. Quand on est par exemple sur un proto, on voit bien qu'il y a une forte proportion du budget à autofinancer par les partenaires. Donc là, ça veut dire que pour chaque candidat, il y a obligation de fournir les bilans et les comptes de résultats des 2 derniers exercices financiers. Donc il faut que ces documents soient présents sur le site de la Commission européenne et je pourrais y revenir plus en détail si vous avez des questions là-dessus. À noter que si la subvention demandée dépasse 750 000 €, il y a également obligation pour les candidats de fournir une certification de compte auditée par un auditeur externe agréé pour les 3 derniers, au max, hein, pour les 3 derniers exercices comptables. Certaines entités, je pense par exemple aux entités publiques, ne sont pas obligées de fournir ce genre d'audit. Également, si c'est exigé par le droit communautaire ou national, il peut y avoir obligation de fournir un contrôle légal des comptes. Mais là, ça dépend de ce qui tombe sous la coupe du droit. La capacité opérationnelle, c'est vérifier que les candidats ont bien les compétences et les qualifications professionnelles requises pour mener à bien le projet proposé. Voilà, donc j'arrive un petit peu au terme de ma présentation. Alors, je voudrais d'abord vous dire quand même qu'il existe des outils que l'Europe a mis en place pour vous aider à trouver des partenaires européens. Donc, il existe le forum déjà ENDR, donc qui est le European Network of Defense Related Regions, qui est un forum donc, qui a été lancé pour rassembler les organisations régionales et les clusters, donc pour échanger de l'information des bonnes pratiques sur l'accès au financement européen, également rencontrer des partenaires. Donc, vous avez le site qui a été mis en place pour ce réseau, et sachez qu'Aerospace Valley est membre de ce réseau et que nous participons à leurs activités et aux rencontres qu'ils peuvent organiser. Plus récemment, l'Europe a mis en place une plateforme B2B qu'elle souhaite destiner aux recherches de partenaires. Voilà, donc cette plateforme, vous avez le lien. Sachez qu'il faut se créer un login, un password pour avoir un accès à cette plateforme. Il y a une fact sheet qui a été mise en place aussi, que vous avez le lien pour y accéder, qui vous présente en fait les fonctionnalités de la plateforme, ce que l'Europe espère en faire pour que les entités
se rencontrent et que des partenariats naissent à travers cette plateforme. Sachez que chez Aerospace Valley, on a aussi d'autres outils pour vous aider à trouver vos partenaires en France et en Europe. Alors en France, déjà, de par notre écosystème très large et nos 850 adhérents, je pense que nous avons de quoi faire émerger des consortiums, mais aussi en Europe, parce que nous avons des activités très européanisées, si je puis dire. Nous sommes membres notamment, par exemple, du réseau EACP, qui est le European Aerospace Cluster Partnership, qui fédère de nombreux clusters comme nous sur l'aéronautique et l'espace, et qui sont des gens que l'on connaît, que l'on peut accéder facilement et qui peuvent être très utiles pour vos recherches de partenaires. En France, j'ai oublié de mentionner, on est aussi, bien sûr, au contact d'autres pôles de compétitivité. On est également au contact du réseau Entreprise Europe Network, qui sont les réseaux des chambres de commerce et des agences d'innovation, qui peuvent aussi nous aider dans cette recherche de partenaires. Une petite planche générale pour vous parler du support d'Aerospace Valley pour vos projets européens. Alors là, je parle vraiment largement, tout ce qui est financement civil et défense aussi. Donc, on fait de la veille sur les appels à projets européens. On va améliorer cette veille qui ne nous satisfait pas pleinement parce que voilà, elle n'est pas totalement exhaustive. Donc, on est en train de mettre en place un outil dont on vous parlera plus tard, puisqu'on est en train de le tester. Donc, un outil de veille qui devrait permettre vraiment de scruter de manière plus large et exhaustive l'ensemble des opportunités de financement. Donc, appel à projet d'innovation, donc nationaux, européens, mais aussi call for tender, c'est-à-dire appel d'offres. Donc voilà, donc ça c'est en cours de préparation. On fait du conseil de l'orientation, on fait de l'information générale et on fait aussi du diagnostic personnalisé. Vous pouvez tout à fait venir nous trouver avec votre idée de projet d'innovation et on peut vous aider à cibler le meilleur guichet de financement. On vous accompagne au montage. Alors, accompagne au montage, ça ne veut pas dire écrire les propales. On ne le fait pas pour deux raisons. D'une part, vous êtes trop nombreux dans notre pôle et on ne pourrait pas tous vous aider. Et on a des cabinets conseils qui sont membres de notre pôle, qui sont très experts sur cette écriture de projets européens. Et on sait aussi les mobiliser pour qu'ils soient vraiment à vos contacts si vous souhaitez une aide complète, et notamment qui inclut l'aide à l'écriture. Bon, on vous aide à rechercher partenaire, ça je l'ai déjà dit. On peut relire vos propositions si vous nous les envoyez assez tôt. On a les moyens de les relire avec, pour ma part, un angle beaucoup plus générique qui concerne la gestion de projet, la façon dont le projet est monté. Mais je m'entoure de mes gentils collègues qui sont d'ailleurs, la plupart sont ici au webinaire, qui m'aident avec leur expertise technique à relire aussi vos propositions. On peut soutenir vos projets si vous nous le demandez. On peut vous fournir également des lettres de soutien si tant est que le projet que vous portez est bien inscrit dans nos feuilles de route technologiques. On a créé la communauté Connect que vous connaissez. Je pense que les acteurs de la défense la connaissent bien grâce à cette gère Juliette Malès qui l'a mise en place lorsqu'elle était dans nos effectifs et qui est fort peuplée. Donc Connect, c'est une communauté pour nos adhérents et sur laquelle on peut échanger, on peut se connecter. Donc il y a la communauté défense, il y a aussi une communauté plus générique sur les financements de projets. Et pour ma part, j'anime aussi la communauté Clean Sky. Voilà, je parle rapidement du décryptage que fait Aerospace Valley et qui est en train de faire d'ailleurs Aerospace Valley pour cet appel EDIDP 2020. Donc en fait, ce qu'on fait par ce décryptage, c'est que vous avez certains d'entre vous ont dû recevoir, c'est d'ailleurs ce qui motive votre participation au webinaire aujourd'hui, vous avez dû recevoir de la part de nos ingénieurs référents de l'info sur cet appel. On vous a ciblé un topic qui nous semble correspondre à vos compétences. Donc ça, c'est vraiment le faire valoir et je trouve la spécificité d'Aerospace Valley, c'est qu'on essaie de vous sensibiliser de manière ciblée et individuelle à ces opportunités de financement. Voilà, on vous encadre ensuite pour le montage de votre proposition et après on enchaîne avec nos modalités d'accompagnement déjà dont je viens de parler. On a des résultats, on a fait l'exercice sur 2019, on avait
décrypté 16 topics sur 21 qui concernaient notre communauté d'adhérents. On a contacté 58 entités. On a récolté 18 marques d'intérêt. On a accompagné 3 projets. Vous voyez que la transformation de projet est quand même assez faible sur ce guichet, notamment par rapport aux conditions assez restrictives de participation. Il n'empêche que si on est bien dans la cible et si la DGA répond présente, eh bien, il y a quand même des opportunités à saisir sur ce programme. On avait également fait l'exercice antérieurement pour le programme PADR sur les actions préparatoires. Je vous ai mis ici pour terminer la liste des liens utiles qu'il faudra connaître si vous persévérez dans cette participation à ce programme. Donc le Funding and Tender Portal de la Commission européenne, le One Stop Shop de la Commission européenne, le portail unique. Il est extrêmement bien fait, très dense, tout s'y trouve. Parfois, c'est un peu difficile de trouver son chemin, donc là encore, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous faire, je pense, gagner du temps pour aller chercher l'information. Sachez que sur ce portal, il y a une page spécifiquement dédiée au programme DIDP. Voilà, il y a le site aussi de la European Defence Agency, de l'Agence européenne de défense à Bruxelles, le site de la DGA. Également, n'hésitez pas à contacter les personnes référentes pour les PME en région française, sur les 2 régions qui nous occupent chez Aerospace Valley. Vous avez M. Lebrun, David Lebrun en Nouvelle-Aquitaine. Je vous ai mis ses coordonnées ici et c'est également votre référent sur ce programme si vous êtes une PME. En Occitanie, c'est Madame Vergne-Nègre qui est également votre référente. Et les liens, les adresses mail des PCN, dont je fais partie du point de contact transport, sachez qu'il y a aussi un PCN PME qui est pour le coup transverse à toutes les PME de tous les secteurs, mais ils sont également très pointus sur notamment tout ce qui est définition européenne de la PME, voilà, et peuvent également vous aider sur ces activités. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation générique. J'espère que ça vous aura intéressé. Voilà, je suis maintenant tout à fait disponible pour répondre aux questions que vous aurez posées et que Marie-Laure, je te remercie de bien vouloir me poser. Alors, je vais essayer de relayer toutes ces questions. Elles sont très, très nombreuses. Donc, déjà, de façon pratico-pratique, est-ce que la présentation sera mise à disposition des participants et de quelle façon? Oui, voilà, donc vous allez recevoir dès lundi mon PowerPoint. Donc, vous recevrez cette présentation dès lundi, en même temps qu'une petite enquête de satisfaction. Ce serait vraiment sympa à vous de prendre 2 minutes pour y répondre parce que, encore une fois, ça nous permet de nous améliorer pour les fois suivantes. Et également, qu'est-ce que j'avais dit dans vous recevez l'enquête, l'enquête, le PowerPoint et le replay, si vous voulez réécouter ce webinaire, puisque je rappelle qu'il est enregistré. Ok, merci. Donc ensuite, j'ai beaucoup de questions sur les méthodes pour justement monter des consortia et pouvoir rencontrer des partenaires. Donc tu l'as évoqué à la fin de ta présentation. Est-ce qu'il y aura l'équivalent d'un EDIDPD en fait organisé par la Commission pour trouver des partenaires? Alors, il y avait, à ma connaissance, donc des actions qui avaient été mentionnées par la DGA. Alors, il y a à l'Europe, vous avez vu, il y a ce forum NDR où on peut, alors là, c'est plutôt ouvert aux entités comme nous, aux clusters, aux régions, mais on peut quand même vous aider par ce biais-là. On peut notamment se faire le porte-voix de vos recherches. Ensuite, vous avez cette plateforme. Cette plateforme, elle a été faite pour ça aussi. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller, à regarder comment ça marche, à mettre son profil. Et puis, voilà, c'est toujours des choses qu'il faut tenter. Donc, c'est mis en place et il faut les utiliser. Sachez, je ne l'ai pas mentionné, mais qu'il y a aussi sur le portail, sur le Funding and Tender Portal, il y a un espace lié à la recherche de partenaires. Alors, mon avis sur cet espace-là, bon, il a le mérite d'exister, c'est bien, mais quand on le regarde de plus près, on se rend compte que les offres de partenariat qui sont mentionnées ne sont pas suffisamment qualifiées de mon point de vue. Donc, on va trouver des gens qui se mettent un peu partout, voilà, pour aller un peu à la recherche, à la pêche aux partenaires.
De mon point de vue, c'est pas la meilleure façon. La meilleure façon, c'est quand même d'utiliser des réseaux un peu plus qualifiés. Donc, n'hésitez pas encore une fois à revenir vers nous. On peut essayer de vous aider. Après, rien ne vaut la proactivité pour moi. Et j'ai déjà fait par le passé un webinaire avec ma consoeur du pôle vidéo sur les réseaux. Et je pense que, très honnêtement, si on veut trouver des partenaires, il faut être proactif. C'est-à-dire qu'il faut s'impliquer dans les réseaux. Quand il y a des manifestations, il faut y aller. Alors, pour cette EDIDP 2020, j'ignore s'il y aura un Infoday à Bruxelles, mais je vais néanmoins scruter l'information parce que ces Infodays qui sont organisés à Bruxelles, c'est quand même d'excellents moyens pour aller à la rencontre de partenaires européens. Même si ça a un coût, je suis consciente que c'est un coût, surtout pour les PME. Mais c'est quand même, vous voyez, on peut se faire connaître en allant dans ces événements. Et je savais que la DGA avait l'intention d'organiser également des missions donc dans des pays aussi, alors je crois que l'Espagne, par exemple, chez les grands donneurs d'ordre étrangers, l'Espagne et la société INTA étaient ciblées comme première mission. Donc là, par contre, un petit joker, parce que du fait de la crise sanitaire, j'ignore si ces perspectives de mission étrangères seront maintenues. Voilà, donc là, je vous invite à soit contacter la DGA ou bien me contacter, je peux éventuellement me renseigner pour savoir si ce qui était programmé comme initiative sera maintenu. Ok, juste une petite information là qu'on me remonte concernant la plateforme B2B. La validation des nouveaux comptes est très ralentie en ce moment. Et là, il y a quelqu'un qui a fait l'ouverture, qui a demandé l'ouverture. Il est en attente depuis une semaine d'avoir une réponse. Donc, voilà. Oui. Méfiez-vous parce que j'y suis passée moi aussi. Parce que moi aussi, je me suis inscrite parce que je veux voir vraiment la qualité de l'outil qui est mis en place. Donc, j'ai moi aussi fait ma demande et ça a pris plusieurs jours avant qu'on me la valide. Donc, voilà, malheureusement, je pense là-dessus, on est totalement impuissant. Ok, donc maintenant j'ai beaucoup de questions également concernant la constitution des consortia et quelles sont les modalités par rapport au type de partenaires qui peuvent participer. Donc, est-ce que les centres de recherche peuvent faire partie des consortia et quel pourrait être leur rôle en fonction des niveaux des études qui sont attendus? Et également, est-ce que un centre de recherche peut être sous-traitant, par exemple, d'une PME dans le cadre du topic SME? Tout à fait. Alors, la réponse est oui aux deux questions. Bien entendu, les centres de recherche, les universités sont totalement éligibles, même s'il s'agit, je dirais, d'un programme qui est destiné à l'industrie de défense, c'est qu'on est quand même dans un projet d'innovation. Donc, bien entendu, les académiques ont leur rôle à jouer dans ces projets sur les activités qui sont un peu plus dans leur cœur de métier, je dirais. Et alors, la spécificité du topic PME, c'est effectivement que les bénéficiaires premier niveau ne peuvent être que les PME. Ce qui n'empêche pas qu'ils prennent en sous-traitance dans la limite impartie, c'est-à-dire, je répète, pas plus de 30% du budget sur ce topic des PME pour des activités de sous-traitance. Donc, ils peuvent tout à fait prendre un centre de recherche en sous-traitant pour ce projet de ce topic PME. Mais sinon, bien entendu, les académiques ont tout à fait un rôle à jouer sur ce programme. Ensuite, oui, merci. Est-ce que les startups en cours de création sont éligibles? Alors, là, je préfère peut-être vérifier, enfin que cette possibilité soit vérifiée avec la DGA, parce qu'il y a quand même l'histoire des bilans. Je vous ai parlé des bilans. Voilà. Donc dès lors qu'on a un bilan, enfin qu'on peut faire la démonstration de notre structure financière, voilà, je pense que c'est possible. Parce qu'il faut aussi que, si on veut de l'innovation de rupture, on sait que l'innovation de rupture elle est souvent dans les startups. Donc voilà, donc je pense que pour ça, quand on est dans ce cas-là, je pense qu'il vaut mieux peut-être prendre l'avis de la DGA. Voilà. Mais a priori, dès lors qu'on peut démontrer d'une structure d'information
information financière, je tentais de dire oui. Cela dit, je pense qu'il faut quand même vérifier ce point avec les contacts, notamment les contacts PME. Hein, je vous ai parlé des 2 personnes qui sont en direct représentant des GA pour PME. Et donc, ces personnes peuvent aussi vous aider à répondre. Une autre question complémentaire à celle-ci, est-ce qu'une TPE peut participer en sous-traitance? Ouais, ben, même, voilà, je pense que oui, tout à fait. La réponse est oui. Je pense que pour la sous-traitance, alors, je pense que les bilans, l'histoire des bilans, etc., des données financières concernent les bénéficiaires premier niveau. Je ne pense pas puisque quand on est sous-traitant, enfin en tout cas c'est ce qui se passe dans les programmes civils européens, quand on est sous-traitant, on est sous la responsabilité du bénéficiaire, hein, de la personne pour laquelle on va faire les travaux de sous-traitance. Donc voilà. Donc, je pense que les bilans comptables, c'est pour les bénéficiaires du premier niveau. Merci Fabienne. Donc je continue, toujours concernant l'organisation des consortia. Quid du Royaume-Uni? Comment ça se passe? Est-ce qu'ils peuvent être partenaires? Est-ce qu'il faut les inclure en sous-traitance? Alors, le Royaume-Uni, alors bien qu'il ne fasse pas, je crois bien que j'avais dit qu'il ne faisait pas de partie du PESCO, mais oui, si j'ai une réponse. En fait, je l'ai lu dans le call text et vous pourrez le lire aussi. Hein, la mention du Royaume-Uni, elle est donnée dans le call text. En fait, voilà, le Royaume-Uni n'a pas fait partie du PESCO, c'est bien ça. Bon, en revanche, dans le call EDIDP, oui, le Royaume-Uni est éligible. Alors, ce qu'on sait du Royaume-Uni, et ça vaut aussi pour les programmes civils, c'est-à-dire qu'on sait que donc, le Brexit a été acté. En revanche, là, on est en train de dérouler le Withdrawal Agreement, c'est-à-dire la procédure de sortie. Donc, jusqu'à la fin de 2020, on ne saura pas quelle va faire. L'Union et les acteurs de Royaume-Uni se laissent le temps de l'année 2020 pour définir quelles vont être les conditions de sortie de l'Union. Voilà, donc on ne sait pas si le Royaume-Uni restera dans les pays associés, ou s'il sera dans les pays tiers. Bon, bref, tout ça, c'est en train de se mettre en place actuellement. Donc, ce qui est dit, c'est que tant qu'on est jusqu'à tous les financements européens jusqu'à fin 2020, le Royaume-Uni est totalement éligible. Donc, on peut les faire participer. Bon, par contre, mon conseil, et c'est aussi celui du ministère de la Recherche, ne les comptez pas dans le minimum de partenaires éligibles. C'est-à-dire, vous pouvez les mettre, mais n'en faites pas un partenaire qui va, si jamais il sort, pouvoir mettre en péril l'éligibilité de votre consortium. Voilà, je vous ai parlé des 3 entités minimales de 3 pays membres. Eh bien, faites en sorte que le Royaume-Uni, vous pouvez le mettre, ils sont totalement éligibles. Jusqu'à la fin 2020, ils sont éligibles. En revanche, ne les comptez pas dans les minimums requis pour l'éligibilité de votre projet, au cas où. Voilà. Merci Fabienne. Donc, ensuite, concernant la réalisation de consortia, toujours, est-il possible de réaliser un consortium entre filiales d'un même groupe pour couvrir le critère des 3 partenaires ou 3 pays? Eh bien, là, dans ce cas, il faut faire attention à ça. Je vais vous revenir sur la planche. Je vais essayer d'y arriver rapidement. Voilà, c'est ce schéma-là, vous voyez, ce schéma. C'est-à-dire que si vous êtes, il faut qu'il y ait absolument 3 entités différentes, hein, de 3 États membres. Après, si deux entités sont liées entre elles, voilà, il faut qu'il y en ait une autre qui permette de couvrir ce minimum d'éligibilité. J'espère que c'est clair. Oui, donc ensuite, oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la sous-traitance. On confirme que les organismes R&D peuvent être en sous-traitance d'une PME dans le consortium dans une limite de 30% du budget déposé, hein, c'est ça? Ça, c'est pour le topic PME. D'accord? Pour le topic PME, on est obligé, les bénéficiaires de premier niveau ne peuvent être que des PME. Ce qui veut dire que s'ils veulent faire entrer dans le projet, et c'est tout à fait possible, un centre de recherche, une non-PME, alors
un académique, pourquoi pas un grand groupe, enfin, on va plutôt se préfigurer dans les académiques, eh bien, on peut le faire par la sous-traitance. Après, sur les autres topics, les centres de recherche ou les universités sont tout à fait éligibles au premier niveau. Hein, la seule restriction pour qu'ils soient en sous-traitance, c'est uniquement sur le topic PME. Après, sur tous les autres topics, il n'y a aucun souci. Le programme, il est tagué industrie de défense parce que il est, si vous voulez, il vise la compétitivité de l'industrie de défense. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait des applications industrielles visées. Mais après, ça ne veut pas dire que les projets ne peuvent pas être menés par des acteurs qui ne sont pas des industriels. Sauf pour le topic PME. Justement, à propos de ce topic PME, est-ce qu'on peut postuler seul? Ah ben non, parce que là, il faut être minimum 3 entités de 3 pays membres. Donc là, il faut. Le topic PME, il a une particularité, c'est que les bénéficiaires premier niveau ne peuvent être que des PME. Il n'en demeure pas moins qu'il doit être compliant, pardon pour mes anglicismes hein, qui sont nombreux. Ça, c'est une déformation professionnelle. Il doit être compliant avec les règles d'éligibilité qui sont là. Vous voyez, minimum 3 entités. C'est le minimum pour que le projet soit éligible. Évidemment, je fais une petite discrétion là. Quand on est sur des projets à plusieurs millions d'euros, il est évident que c'est pas 3 entités de 3 pays membres qui vont faire le projet. C'est des consortiums beaucoup plus gros. Mais pour que le projet puisse être éligible, il faut qu'il soit au moins, il respecte ces règles minimales d'éligibilité. Ensuite, alors j'ai des questions plus techniques concernant la réalisation même le montage même du projet, notamment sur la phase de faisabilité. Quand on a besoin de réaliser des maquettes, est-ce que les maquettes sont également financées à 90%? Oups, alors là, Joker. Là, je pense que quand on est sur la maquette, Joker. Alors là, je prends la question. Alors, malheureusement, j'aimerais bien qu'il en soit différemment, mais malheureusement, je ne peux pas avoir les réponses à tout. Donc là, je prends la question. Sachez que on aura toutes les questions posées et également l'identification des personnes qui les ont posées. Donc là, je reviendrai vers cette personne pour avoir cette info. Parce que quand on parle de faisabilité, j'ignore exactement si le maquettage peut en faire partie, à moins qu'il y ait quelqu'un dans l'Assemblée qui détienne la réponse à cette question. Moi, il y a des gens, je crois, qui sont un peu plus aguerris à ces projets, qui les connaissent aussi assez bien. Donc, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à la donner. Mais sinon, je prends la question et je la poserai. Alors, une autre question aussi, est-il nécessaire d'avoir un work package communication dissémination? Et dans ce cas, est-ce que le taux de financement est également à 90%? Alors, sur la communication et la dissémination, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de la faire. Je vais peut-être regarder ça en live. Vous voyez, j'ai tous les docs pour candidater. Et je ne crois pas qu'on ait, comme ce qui se fait dans les programmes civils, ces obligations voilà. Ça, vous voyez, ce que je mets à l'écran là actuellement, c'est le formulaire en fait de soumission. C'est le template hein, auquel il faut bien sûr coller. Et si je vais directement, voilà, la projet de présentation, je ne pense pas qu'il y ait. Là, on a les tableaux pour les work packages, les livrables, les jalons, les risques. Voilà, description du work package, du work staff. Non, je pense que non, mais je peux là aussi, je confirmerai. Je ne crois pas avoir vu de chapitre lié à la dissémination. Ce qui ne vous surprendra pas d'ailleurs, hein, parce qu'on est quand même sur des programmes sensibles. J'ai également une question. Est-ce que la condition des fonds propres est identique à celle de Clean Sky, par exemple? Alors, moi, je serais tentée de dire oui, mais encore une fois, vérifier avec la DGA.
parce que je n'ai pas eu, moi, les réponses à mes questions sur cette histoire de viabilité financière. Donc, je ne pense pas qu'on soit dans une règle de fonds propres comme ce qui existe pour les projets nationaux ou régionaux, par exemple, mais là, également, Joker, je prends la question et je vérifierai. Je pense qu'on est sur plutôt ce qui existe sur les programmes civils en matière de viabilité financière, mais je vérifierai ce point-là. Bien, maintenant j'ai des questions, on va dire, d'ordre beaucoup plus général. Donc, est-ce que, par exemple, on sait par avance si certains topics au sens large de cet appel ne seront pas soutenus par la DGA, par exemple? Alors là, encore une fois, j'ai tenté de questionner la DGA. Pour l'instant, je n'ai malheureusement pas eu de réponse. Alors, je ne pense pas que ce soit qu'ils ne veuillent pas me répondre, mais je pense que les conditions actuelles de travail sont tellement dégradées qu'ils ont peut-être manqué de temps pour me répondre. Parce que mon souhait, bien entendu, c'était de vous donner cette info, parce que je pense qu'elle est primordiale. Ça ne sert à rien de s'échiner sur un sujet si derrière on ne peut pas avoir le soutien de l'autorité nationale. Alors, ce que je peux juste dire, et là je me suis référée à ce qui avait été dit en 2019 par la DGA, puisqu'on avait déjà traité ce call le DIDP en 2019. On a fait plusieurs événements autour de cet appel 2019 et la DGA nous avait déjà fait état des sujets qui l'intéressaient. Donc, je vais vous les lister oralement. Hein, donc, tout ce qui est activité CRBN, tout ce qui est aussi Counter UAS Capabilities, ce qui est Cyber Situational Awareness and Defense Capabilities, tout ce qui concerne la Maritime Surveillance Capabilities, le Ground Combat et les Air Combat Capabilities, tout ce qui est lié aussi aux outils de Simulation and Visualization, notamment pour la formation militaire. Également les technologies de défense soutenues par l'IA, et évidemment, ils sont très ouverts aux projets de PME. Alors là, pour le coup, comme le topic est bottom-up, il est blanc. Hein, là, c'est à voir au cas par cas selon ce qui est proposé par ces PME. Voilà, donc je vous ai listé les sujets qui nous avaient mentionnés comme les intéressants déjà en 2019. Alors après, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en sera de leur position en 2020, malheureusement, puisque je n'ai pas pu avoir cette information. Merci. Est-ce que, alors ça, je pense que tu as répondu un petit peu partiellement déjà. Est-ce que la DGA a un droit de blocage si une proposition est faite sans son accord préalable? Disons que, alors, je vous ai dit, oui, déjà, il faut considérer qu'il faut passer par elle. Hein, d'accord. Ça, c'est comme ça, c'est établi. Après, est-ce qu'elle a un droit de blocage intégral? Je ne sais pas dire. Ce que je sais, par contre, c'est que sur certains types d'activités, il faut des letters of intent. Comme la vocation quand même de ces projets, c'est ensuite de vendre, hein, on va dire, au moins pour les industriels, les entreprises, hein, de vendre ces technologies pour qu'elles soient achetées par l'autorité de défense. Bon, voilà, il faut remplir cette condition de letter of intent. Après, on pourrait effectivement se dire que vu qu'on est dans un programme européen, si on ne vend pas à l'autorité nationale française, on peut quand même espérer la vendre à une autorité nationale européenne. Bon, moi, je pense qu'il faut il faut respecter ce qui a été dit. Je pense qu'il faut prendre contact avec la DGA au préalable. Merci. Alors, une question sur ce que tu as annoncé au départ sur les 13 milliards d'euros pour cet appel, enfin pour cet appel. Avant la crise du Covid, il avait été entendu que ce fonds pourrait être réduit à 7 ou 8 milliards. Est-ce que tu as des informations là-dessus? J'ai pas d'infos là-dessus. Malheureusement, je ne sais pas vous dire. Je sais que effectivement, alors si on fait le parallèle avec Horizon Europe, hein, puisque ça va suivre quand même le même calendrier, effectivement, c'est en cours de discussion les budgets. Ils ne sont pas complètement sanctuarisés. Ça, c'est ce qui était effectivement, ces 13 milliards, c'était effectivement avant la crise Covid. Il n'est pas, bon, ça c'est mon point de vue perso, hein, il n'est pas impossible que ces budgets soient impactés effectivement par la crise Covid. C'est pareil pour Horizon Europe. Hein.
Donc oui, ça peut bouger, certainement. Mais j'ai pas d'infos sur les derniers chiffres, malheureusement. Merci. J'ai une question, enfin plutôt une demande de confirmation en ce qui concerne la fiche de renseignement à destination de la DGA. Est-ce que c'est bien le fait qu'une seule fiche devait être rédigée par le chef de file en France de la réponse au projet et que les partenaires et les sous-traitants n'avaient pas besoin de rédiger leur propre fiche. Donc c'est une fiche par projet, hein. Oui, je pense que c'est ça, oui. J'essaie de vous retrouver ce formulaire. Zut, je ne vais pas l'avoir. Bon, je prends la question, je vérifierai. Je note. Il faut que je note toutes ces questions que je dois répondre. Ensuite, Je on me pense que pose la oui, mais question. je vérifierai ça. On pose également la question sur les sujets élargis du topic PME. Donc, cela, on les retrouvera dans le texte du call. Je ne sais pas si tu Ah veux oui, alors ça, différer ben, avec ta... pareil. Alors là, alors normalement, mes adhérents, hein, ils ont tous reçu ça parce que en tout cas ceux qui sont sur Connect, ou même je crois que j'avais mis l'info pour les actus du web, hein, où j'avais diffusé, mais je peux effectivement le remettre avec ma présentation. Ça, c'est essentiel que vous lisiez bien comme il faut ce call text. Voilà, parce que pour l'instant, c'est le seul document qui existe. J'ai parlé des guidelines for applicants, ne sont pas encore sortis. Enfin, en tout cas, hier, elles n'étaient pas encore disponibles. Oui, vous voyez, vous voyez actuellement mon écran, ce topic SME, vous voyez, il y a tout un tas de sujets hein, qui ont été donnés. Je précise encore une fois que ces sujets, donc vous voyez, il y en a beaucoup, hein, ils sont donnés à titre indicatif. Hein, et que si on a quelque chose qui ne rentre pas dans une de ces lignes, eh ben c'est quand même possible. Voilà. Donc, il me reste juste deux, trois questions. Alors, celle-là, j'ai une question, là, j'ai gardé un petit peu pour la fin pour éviter de faire fuir tout le monde. Est-ce qu'on a une estimation du taux de réussite des projets soumis? Ouais. Alors, le taux de réussite, alors, malheureusement, je ne peux pas vous dire parce que vu que le call 2019, il est pas encore complètement statué, eh bien, je ne sais pas. Mais vous voyez quand même, de toute façon, sachez une chose, à l'Europe, on est toujours sur du hautement compétitif, du hautement sélectif. Bah, déjà, pourquoi? Parce qu'on est sur une échelle européenne et on est en compétition avec nos voisins européens, déjà. Donc, voilà. Après, les taux de succès à l'Europe, certes, ça vous surprendra pas, je vous dis qu'ils sont bas. Ils sont bas, mais ils sont bas aussi parce on trouve des fois sur ces appels, sur ces projets, des projets qui n'ont rien à y faire. Donc, nous, notre rôle de Paul, c'est quand même d'évaluer si vous êtes dans la cible ou pas. Parce que voilà, ces taux de succès, ils souffrent aussi de ces projets qui sont pas, qui sont pas finalement, qui ne doivent pas se retrouver sur ces guichets-là et qui viennent finalement faire baisser les taux de succès. Après, effectivement, il faut comprendre que ça, je ne peux pas vous dire autrement, c'est hautement compétitif. Hein, sur l'appel 2019, 40 propositions reçues, 15 PME. Si je fais le parallèle, 15 propositions reçues au topic PME. Bon, il y a un budget, je vous ai montré le budget tout à l'heure. Hein. Il y a un budget pour le topic PME qui est de 10 millions d'euros. Sachant qu'ils n'auront pas plus de 2,5 millions d'euros par projet PME, vous avez le ratio du nombre de projets qui seront sélectionnés. Bon, à quelque chose de près, parce qu'on ne sait pas, 2,5 millions, c'est un max. Donc, on peut avoir aussi des projets qui visent le million. Et dans ce cas, ça change quand même pas mal les chiffres. Donc, oui, on est sur du hautement compétitif. Après, honnêtement, par rapport aux appels à projets civils, là, je connais bien les chiffres, hein, mais voilà, je sais que les chiffres sont pas hauts en taux de succès. Sur cet appel-là, je pense que vu toutes les conditions qu'il faut réunir et aussi le passage obligé par la DGA, je pense qu'en fait, il y a moyen quand même que les taux de succès soient meilleurs. Voilà. Merci. Donc là, j'ai juste deux commentaires complémentaires plus
propre, on va dire, au pôle. Donc, en ce qui concerne les sujets drones identifiés, en fait, le secteur stratégique drone et nouveaux usages du pôle fera une analyse plus détaillée des topics et sera disponible à tous les membres sur demande. Donc là, pour ce point-là, soit via Connect, soit en contactant directement soit Fabienne, soit Arnaud Rimoc, vous pourrez avoir accès à cette analyse un peu plus détaillée. Et également, donc une dernière question concernant les possibilités d'accompagnement par le pôle pour des partenaires qui sont hors région toulousaine. Donc, Fabienne, je te laisse. Oui, alors l'accompagnement du pôle, quand même, on le réserve à nos adhérents, vous voyez, parce que déjà, on en a beaucoup, donc, et puis nos adhérents paient une cotise, donc c'est normal qu'on s'occupe d'eux, quoi. Alors, accompagner des gens qui ne sont pas nos adhérents, ma réponse, elle est non, hein, évidemment. Après, bon, s'il s'agit de donner un renseignement, je veux dire, on n'est pas non plus obtus. On peut donner un petit renseignement, mais l'accompagnement, on souhaite le réserver à nos adhérents, bien entendu. Alors, nos adhérents, ils sont principalement sur nos régions, mais il peut arriver pour certains d'entre eux qu'ils soient hors région, je rappelle. Voilà, proportionnel. Notre ancrage est avant tout territorial, mais si on a des entités qui sont pourvoyeurs d'innovations intéressantes pour les filières, on peut accepter des adhésions hors territoire régional. Voilà, donc écoutez, je pense avoir fait à peu près le tour des questions. J'ai une dernière question qui arrive sur une étude Trade Compliance qui avait fait l'objet d'un appel en 2018. Qu'en est-il? Est-ce toujours un sujet d'intérêt pour l'Union européenne? Pourrait-il rentrer dans les projets PME? Alors là, il faut que je pose la question. Malheureusement, je n'ai pas la réponse à cette question. Trade Compliance, je pense que là, c'est carrément la DGA qu'il faut contacter pour avoir ce genre de renseignements. Malheureusement, je n'ai pas d'infos sur cette étude. Je peux en discuter avec mes collègues, voir si l'un d'entre eux, on prend la question, on va l'examiner en interne, histoire de voir si l'un d'entre nous a la réponse, mais sinon il faudra, je pense, vérifier ça auprès de la DGA. Voilà, bien écoute, moi là, j'ai fait le tour des questions. Eh ben, c'est magnifique, on est quand même sur un timing assez sympa, je dirais. On a respecté, parce que l'objet, c'est pas non plus de vous mobiliser trop longtemps sur ces webinaires, parce qu'il y en a beaucoup actuellement. Voilà, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier vraiment pour votre attention. J'espère que vous aurez trouvé là des éléments d'information qui vous intéressent. Voilà, on reste à votre disposition chez Aerospace Valley pour vous accompagner. N'hésitez pas à nous mobiliser. Voilà, et je vous souhaite un bon appétit et surtout beaucoup de courage pour cette situation, en vous souhaitant que vous soyez tous préservés, vos proches, dans cette situation difficile et inédite que nous connaissons. Merci encore et puis un très bon appétit, très bon week-end à tous.